Vol de luxe, une mère avec 2 filles en classe économique et un homme puissant qui croit tout contrôler. Mais quand il reçoit un rapport génétique en plein vol, il découvre que seule l'une des filles est la sienne et que la femme qu'il pensait avoir effacée est la seule à pouvoir détruire sa réputation. Ce qui suit n'est pas seulement une histoire de trahison, mais une chute libre sans filet. Jusqu'où une femme peut-elle aller pour protéger ses filles? Et que se passe-t-il lorsque le silence se transforme en justice? Restez avec nous. Dites-nous à quelle heure vous nous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez votre commentaire ci-dessous. Nous aimerions savoir. Première classe sur un vol Paris-Nice. La lumière douce de midi traversait les hublots de la première classe, éclairant les sièges capitonnés en cuir clair, les plateaux de champagne français et les foulards légers que certaines passagères portaient avec élégance. Laurent Dubois, impeccable dans sa chemise blanche et sa veste gris perle, leva son verre avec un sourire qu'il avait perfectionné lors de conférences de presse et de réceptions privées. En face de lui, Chloé Lefebvre, les cheveux attachés et un délicat collier reposant sur sa clavicule, riait avec une musicalité étudiée en jouant avec sa serviette en tissu. Son regard n'était pas ingénu, mais lumineux, comme celui de quelqu'un qui croit encore être dans la plus belle histoire d'amour de sa vie. « Et tu as vraiment dit au conseil que tu ne reviendrais plus ?» demanda Chloé, faisant tourner lentement son verre de champagne entre ses doigts. Laurent sourit sans hâte. « Ils travaillent pour moi, ils devront s'adapter. » Sa voix était aussi douce que le pétillement du vin. Chloé tendit la main sur la tablette repliable, touchant la sienne, comme pour attraper cet avenir qu'il dessinait avec tant de naturel. Tout semblait méticuleusement planifié, du champagne millésimé à la réservation d'une suite privée dans le Vieux-Nice et la manière dont les membres de l'équipage les saluaient avec ce mélange de déférence et de discrétion réservé aux célébrités discrètes. Théo, le jeune assistant de bord, avec une attitude attentive, s'approcha dans l'allée avec un plateau à la main et un sourire professionnel. « Monsieur Dubois, nous allons bientôt commencer le recul. Désirez-vous autre chose ?» Laurent leva le regard, ni pressé, ni distant. « Une autre coupe de champagne, s'il vous plaît, et apportez quelque chose de sucré pour ma fiancée. Elle fête sa promotion en tant que future Madame Dubois. » Chloé baissa les yeux, feignant la timidité, mais son geste montrait qu'elle attendait ce genre de geste public. Théo acquiesça poliment et s'éloigna. Le léger murmure des autres passagers de première classe, le tintement des couverts sur la porcelaine blanche et la musique instrumentale qui remplissait les silences donnaient à l'ambiance un air de magazine de voyage. Chloé étendit ses jambes, les croisant avec facilité. Laurent s'inclina légèrement dans son siège, sa montre en or brillant sous la lumière chaude, et l'observa fermer les yeux un instant, comme si elle savourait déjà les jours de repos qui les attendaient. Théo revint quelques minutes plus tard, mais cette fois son sourire était plus tendu, plus mesuré. Il se pencha vers Laurent, comme pour lui confier un détail exclusif. Le plateau était toujours dans sa main, mais ses mots ne correspondaient pas à la chaleur habituelle. « Monsieur, dit-il d'une voix discrète, votre épouse vient d'embarquer. Elle est en classe économique avec 2 bébés. » Le silence qui s'ensuivit ne dura qu'un instant, mais le temps sembla se plier dans cet espace réduit. Le verre dans la main de Laurent glissa. Il ne se brisa pas, mais le bruit sourd du verre heurtant la table fut suffisant pour rompre l'atmosphère. Chloé leva la tête, confuse. Théo, le visage neutre, continua. Elle a demandé à ne pas être dérangée. Chloé cligna des yeux. « Pardon. Quelle épouse ?» Laurent ne répondit pas. Il regardait le rideau qui séparait la cabine, immobile, comme si un abîme s'était ouvert de l'autre côté. Son esprit s'emballait, mais ses gestes restaient parfaitement contrôlés, comme un acteur attendant sa prochaine réplique. Au fond de lui, il savait. Bien qu'il tentât de chercher des explications alternatives, il reconnaissait la vérité dans cette simple phrase claire. Elle l'avait trouvée. Le silence revint, plus lourd qu'auparavant. Chloé s'inclina un peu. « C'est une ex-petite amie ?» Laurent ne bougea pas. La tension de sa mâchoire était le seul indice visible de son malaise. Ses doigts serraient la coudoir, comme s'il pouvait dissiper avec force la réalité qui venait de le heurter.
Cela ne faisait pas partie du plan. Il avait pris toutes les précautions. Détective privé, compte séparé, accord de confidentialité, itinéraire caché. Isabelle ne devait rien savoir de ce vol et, pourtant, elle était là avec deux filles qu'il n'avait jamais voulu voir, avec une présence qu'il ne pouvait ignorer. Chloé plissa les yeux. Maintenant, qui est-elle? Laurent se tourna finalement vers elle. Ses lèvres bougèrent, mais la phrase qu'il prononça n'avait aucune force. Ce n'est personne. Il n'y crut pas lui-même. Derrière lui, la porte de la cabine se referma avec un léger claquement métallique. Les moteurs commençaient à rugir avec cette cadence croissante qui annonce le décollage. Le commandant salua au micro. Les dernières ceintures s'ajustaient. Chloé retira sa main. Laurent Dubois, habitué à contrôler chaque espace où il posait le pied, resta pour la première fois sans réaction. L'air à l'intérieur de l'avion devint dense, chargé d'une électricité qui n'avait rien à voir avec l'atmosphère, mais avec l'inévitable. Le vol pour Nice venait de décoller, mais la chute avait déjà commencé. De la rangée 22, Isabelle Martin serra les bras autour de la poussette double, tandis que ses filles se berçaient doucement. Ses yeux fixaient droit devant, sans ciller. Sans besoin de provoquer. Elle n'avait pas besoin qu'il la voie, juste qu'il la sente, car le temps des mots était passé. Isabelle Martin avança dans l'allée avec la poussette double, sans hâte, mais sans hésitation. L'hôtesse de porte lui avait proposé un embarquement prioritaire en la voyant seule avec les jumelles, mais elle avait refusé d'un léger sourire et d'un doux hochement de tête. Elle ne voulait pas d'attention, pas encore. Elle préférait qu'il le remarque quand il serait trop tard. L'une des filles, Manon, dormait profondément la tête inclinée. L'autre, Alice, gardait les yeux grands ouverts à observer les lumières du plafond avec une sérénité qui lui rappelait le père qu'elle ne connaissait pas. Isabelle portait une blouse blanche un peu froissée, un jean qui lui allait plus large depuis qu'elle mangeait peu et son chignon improvisé avec un vieux crayon. Elle sentait légèrement le talc et le lait pour bébé, mais son regard était ferme. Elle ne se maquillait pas, elle n'en avait pas besoin. Elle s'était préparée pour ce jour pendant des mois, revoyant mentalement chaque étape, chaque carrefour, chaque silence. Tandis qu'elle marchait sur la passerelle d'embarquement, son cœur ne battait pas de peur, mais d'anticipation. La différence entre les deux sensations était minime, mais elle la distinguait parfaitement. En entrant dans l'avion, un jeune membre d'équipage lui sourit poliment. « Bienvenue à bord, madame. » Isabelle acquiesça en silence et continua vers l'arrière. Elle passa devant le rideau de la première classe sans regarder directement, mais sa peau se tendit légèrement, comme si elle sentait un champ électrique derrière le tissu. Elle savait qu'il était là, elle n'avait pas besoin de le voir. L'air lui-même le trahissait. Sa place était attribuée à la rangée 22, près du hublot, avec suffisamment d'espace pour installer le porte-bébé sur le siège contigu. Elle installa les filles avec des mouvements mécaniques précis, laissa une petite valise à ses pieds, prépara 2 biberons et plaça les couvertures. Une femme d'âge moyen assise à côté d'elle la regarda avec amabilité. « Vous êtes courageuse, n'est-ce pas, Isabelle? Voyager seule avec 2 bébés, ce n'est pas rien. » Isabelle sourit brièvement. « Merci. Je me suis habituée à faire beaucoup de choses seule. » La femme, qui se présenta comme Catherine Durand, la regarda avec respect et retira ses écouteurs. Le voyant de la ceinture de sécurité restait allumé, et le murmure des passagers remplissait l'espace entre les annonces au micro. Isabelle inspira profondément et ferma les yeux un instant. Elle visualisa mentalement le contenu de sa valise. Copies imprimées des documents légaux, une clé USB avec des enregistrements, la lettre notariée qu'elle espérait remettre à bord. Elle avait envoyé un email anonyme à 3 journaux de la Côte d'Azur, 15 minutes avant d'embarquer. L'un d'eux avait déjà ouvert la notification, l'autre l'avait marquée comme urgente. Elle savait que les journalistes l'attendraient au terminal de Nice à l'atterrissage, mais cela, c'était pour plus tard. Pour l'instant, le silence était son outil. Elle ouvrit la poche latérale de sa valise et vérifia l'enveloppe. Elle était fermée, sans marque visible, avec une simple annotation.
À remettre après le service de café. Elle n'avait pas signé de son nom, ce n'était pas nécessaire. Au verso, une note manuscrite à l'encre noire disait « Documentation légale. Remise prioritaire aux passagers de la première rangée, côté hublot. » C'était tout ce dont Théo, l'assistant de bord, aurait besoin. Elle l'avait vu à la porte. Il n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Ils se connaissaient d'avant. Ils n'étaient pas amis, mais il savait qui elle était, et elle savait qu'il saurait quoi faire le moment venu. Pendant ce temps, Isabelle observait le mouvement des passagers. Certains feuilletaient déjà des magazines, d'autres se plaignaient de l'espace pour les jambes. Il y avait un jeune couple qui discutait à voix basse 3 rangées plus loin et un petit enfant qui n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans le dossier du siège. Tout suivait son cours habituel, comme si rien n'était sur le point d'exploser à bord de ce vol apparemment ordinaire. Isabelle caressa les cheveux fins de Manon, qui dormait la bouche légèrement ouverte, puis ajusta la tétine d'Alice, qui semblait lutter contre le sommeil. Le rideau de la première classe ne bougea qu'avec une rafale d'air. Isabelle ne leva pas la tête, elle n'en avait pas besoin. Elle sentait le malaise qui venait de cet espace. Elle pouvait imaginer Laurent dans son siège en cuir, parfaitement coiffé, avec sa veste sur mesure, sa montre suisse, essayant de garder la pose tandis que son monde s'effondrait enfin. Il ne pouvait pas l'effacer si elle était à 10 rangées de distance. Il ne pouvait pas la réduire à un nombre si elle avait une voix. Et ce jour-là, bien qu'elle ne crie pas, elle parlerait plus fort que jamais. Le voyant de la ceinture de sécurité se ralluma. L'avion commençait à se diriger vers la piste. Isabelle prit les filles dans ses bras, les serrant contre sa poitrine. Elle sentit les moteurs vibrer sous ses pieds, le bruit augmentait, la cabine s'inclinait légèrement vers l'arrière. Elle ne fut pas perturbée. Tandis que l'avion s'élevait, quelque chose en elle s'élevait aussi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la détermination. C'était ce point exact où une femme n'a plus peur et décide d'écrire son histoire sans demander permission. L'une des filles gémit. Isabelle baissa la tête, la berça doucement. « Chut, mon amour, il va t'entendre. » Elle ne parlait pas du passager à côté, ni de la dame aimable qui dormait à sa gauche. Elle parlait de lui, de Laurent, de cet homme qui l'avait laissé seul depuis la première échographie, qui avait ignoré son existence comme on désactive une alarme irritante. Mais cette alarme ne s'éteignait pas, elle avait grandi, elle avait doublé. Maintenant, elle avait 2 noms, 2 voix et elle était assise dans le même vol à quelques mètres de lui. Isabelle regarda par le hublot, elle n'observait pas les nuages, elle regardait au loin, cette distance qu'elle avait construite en silence depuis le jour où elle avait compris qu'elle ne pouvait pas attendre la justice de quelqu'un qui ne comprenait pas la responsabilité. Elle regardait vers l'avant, non pas ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle pouvait encore protéger. Elle n'avait pas besoin que quiconque lui donne raison, juste qu'il ne puisse pas s'échapper pour la première fois, car quand le café arriverait et qu'il changerait de main, tout se mettrait en marche et il n'y aurait plus de retour en arrière. Théo avança dans l'allée centrale avec un plateau à la main, mais cette fois il n'apportait ni champagne ni douceur. Son expression avait changé. Le sourire habituel qu'il offrait aux passagers de première classe était devenu tendu, comme si chaque pas en avant lui pesait plus que le précédent. Entre ses doigts, il tenait une enveloppe blanche scellée à l'encre noire. Ce n'était pas une lettre ordinaire, elle ne contenait pas de carte des vins, ni d'offre de surclassement. C'était quelque chose de plus précis, de plus définitif. Il arriva au siège 1, s'arrêta juste à côté de Laurent Dubois et s'inclina légèrement. Sa voix était douce, mais suffisamment claire pour être entendue par ceux qui étaient proches. « Monsieur Dubois, vous avez été officiellement notifié. » Le silence qui s'ensuivit s'imposa sur le murmure du moteur. Chloé, assise à côté de Laurent, tourna le visage avec un mélange de surprise et de désarroi. Laurent ne répondit pas immédiatement. Il prit l'enveloppe avec des doigts tendus, l'observa comme s'il ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Théo n'attendit aucune réaction, se contenta d'acquiescer avec courtoisie et s'éloigna d'un pas ferme, laissant une trace de curiosité. Une femme de la 2e rangée arrêta de lire son magazine.
Un homme de l'autre côté de l'allée fit semblant de vérifier des messages sur son téléphone portable, bien que l'appareil photo de son appareil fût clairement pointé sur le visage de Laurent. Chloé l'observa en silence. Laurent n'ouvrait pas l'enveloppe, il la tenait sur ses genoux, le regard fixé sur le logo discret du cabinet d'avocats figurant dans le coin supérieur. Elle lui toucha le bras. « Qu'est-ce que c'est, Laurent ?» Il cligna des yeux comme s'il revenait d'une pause involontaire et, finalement, déchira le coin de l'enveloppe. Il déplia 6 feuilles agrafées. Le papier tremblait entre ses doigts. Les premiers termes étaient techniques, froids, presque impersonnels. Demande de divorce, garde exclusive, gel des biens, pension alimentaire rétroactive de 9 mois. Mais ce qui lui coupa réellement le souffle fut une phrase en évidence, confirmation génétique. Une seule des filles est la fille biologique de Monsieur Dubois. Chloé le regarda sans comprendre totalement. Il s'enfonça dans son siège. Le verre de champagne, encore plein, restait oublié sur le plateau. Les moteurs ronronnaient régulièrement, mais l'air était devenu dense. Un frisson parcourut la nuque de Chloé. Elle se pencha légèrement vers les documents et réussit à lire, presque involontairement, le nom d'Isabelle Martin. Elle le reconnut immédiatement. Ce n'était pas un nom que Laurent utilisait souvent et quand il le faisait, c'était avec froideur. Elle est calculatrice, avait-il l'habitude de dire, contrôleuse, difficile, mais cette froideur se transformait maintenant en une figure visible, en document signé, en conséquence inévitable. Chloé l'interrompit d'une voix faible. « Mais tu m'as menti aussi ?» Laurent leva les yeux, mais ne sut quoi dire. Le geste qui le sauvait toujours dans les négociations, ce sourire condescendant, cette manière de détourner l'attention avec charme, ne trouvait plus d'issue. Il avait été pris au dépourvu. Il était nu, dans le mensonge. Elle se redressa lentement. Elle ne pleurait pas, ne criait pas. Elle se sépara simplement de lui, comme si quelque chose en elle s'était brisé à un endroit précis. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme si elle cherchait un dernier mot, mais il ne vint pas. Le silence fut plus percutant. L'assistant de bord repassa, offrant des serviettes chaudes. Chloé le regarda avec amabilité, mais n'accepta rien. Sur son plateau, le gâteau intact que Laurent avait commandé pour célébrer sa prétendue promotion restait là. Personne n'y toucha. Un passager de la rangée arrière murmura quelque chose, « C'est Dubois, n'est-ce pas ?» Celui des fondations, celui de l'affaire de Saint-Tropez. Un autre répondit à voix basse. Et celle-là, à côté, c'était l'influenceuse qui a fait la couverture de Paris Match le mois dernier. Les chuchotements se propagèrent comme de la fumée dans une cuisine fermée. Laurent les entendait, bien qu'il s'efforçât de rester impassible. L'orgueil, ce bouclier qu'il avait construit pendant des années, commençait à montrer des fissures. Il tenta de relire le document, cherchant une clause salvatrice, une ambiguïté légale qui pourrait désamorcer le désastre, mais les mots se succédaient avec une précision chirurgicale. Isabelle avait couvert chaque détail, du test de paternité à la clause d'éloignement immédiat après l'atterrissage. Tout était prévu, jusqu'au moment. Remise à bord avec témoin, sans possibilité d'évasion. Chloé tourna lentement son visage vers le rideau de la cabine, ne dit rien, mais son expression changea. Le fil de compréhension qui avait commencé à se dérouler prenait maintenant forme. Ce n'était plus de la jalousie, c'était une révélation. C'était la certitude qu'elle n'avait jamais été le centre de son histoire. Mais une pièce de plus, une vitrine. « Et qui est vraiment Isabelle ?» demanda-t-elle. Non pas pour obtenir une réponse, mais pour l'affirmer. Laurent déglutit. Il regarda de nouveau les papiers sans les lire. Ils étaient là, oui. Mais il n'avait plus le contrôle. Chloé se leva, ne dit pas où elle allait, ne demanda pas la permission, elle s'éloigna simplement à pas fermes, tandis que les regards de plusieurs passagers la suivaient. Laurent l'observa, voulant l'appeler, mais il ne le fit pas. Il n'y avait pas de mots qui puissent inverser ce qui était en marche. De la classe économique, Isabelle vit tout sans bouger. Elle n'avait pas besoin d'être proche. Le dommage n'était pas une explosion,
c'était une marée qui l'entraînait centimètre par centimètre. Et elle n'avait plus besoin de pousser, elle attendait simplement, car la chute n'avait pas besoin de témoins s'il y avait des conséquences, parce que le silence savait aussi dire « Je t'ai vu et je ne suis pas parti ». Le plateau de Chloé trembla sur ses genoux tandis que Laurent rangeait l'enveloppe sans la regarder. Elle garda les mains sur ses cuisses, les doigts légèrement tendus, ne sachant si elle devait parler ou attendre. Le silence qui régnait entre eux n'était pas nouveau, mais il n'avait jamais été aussi visible, aussi inconfortable. L'homme qui avait l'habitude de séduire avec des phrases polies, respirait à peine maintenant, le regard fixé sur le dossier du siège de devant, comme si un salut y était écrit. Chloé baissa les yeux vers le verre intact, le même qu'elle pensait lever en célébration quelques minutes auparavant. Cela ressemblait maintenant à une moquerie. Elle tenta de retrouver son calme, leva la tête et demanda à voix basse, « Qu'est-ce que tout cela, Laurent ?» Il mit du temps à réagir, comme si ses pensées étaient ailleurs. Finalement, il dit, « Ce n'est pas ce que ça paraît. » Elle sourit de côté, sans joie. « Là alors dis-moi ce que c'est. » Laurent expira lentement. Il cherchait des mots, mais tous lui semblaient des excuses. Une situation compliquée. Chloé haussa un sourcil. Complicado, c'est de ne pas avoir de lait pour le café. Ça, c'est autre chose. Tandis que la conversation se délitait en phrases inachevées, Chloé se rappelait clairement des moments qui lui semblaient maintenant des indices, les appels qu'il coupait rapidement, les fois où il disait qu'il voyageait pour affaires alors qu'en réalité il disparaissait pendant des jours, les évasions quand elle lui demandait s'il avait des enfants. Il avait nié sans le faire totalement. Je n'ai pas de contact avec elle. C'est ce qu'il avait dit, mais il n'avait jamais dit je n'ai pas d'enfant. Elle avait comblé les espaces avec des suppositions confortables. Elle avait cru à ce récit parce que cela l'arrangeait. Maintenant, avec une enveloppe sur les genoux et un mot qui n'avait pas été prononcé, épouse flottant dans l'air, Chloé se sentait stupide. Elle tenta de lire le document pendant qu'il le tenait entre ses doigts. Elle reconnut des termes qui n'avaient pas besoin d'explication. Garde, patrimoine, ordonnance judiciaire. Tout était dit, même s'il s'efforçait de le taire. Laurent rompit le silence avec une tentative maladroite de changer de sujet. Et quand nous arriverons à Nice, nous en parlerons calmement. Chloé tourna son visage vers le hublot. Le ciel était clair, un bleu doux qui contrastait avec la pression qu'elle ressentait dans sa poitrine. Calmement, répéta-t-elle. Après ça, après avoir appris que tu as une femme, 2 filles et un divorce en cours signé à bord. Laurent serra la mâchoire, mais ne répondit pas. Il savait que n'importe quel mot ne ferait qu'aggraver les choses. L'hôtesse de bord offrait du café au lait à voix basse et le tintement des petites cuillères dans les tasses en porcelaine se mêlait au bourdonnement de l'avion. Chloé accepta une tasse et la tint à 2 mains, comme si la chaleur pouvait la stabiliser. Elle but une gorgée lente, sans regarder Laurent. Dans son esprit, une phrase qu'elle ne savait plus où elle l'avait lue se répétait. Parfois, l'amour n'est pas une erreur. L'erreur est de ne pas voir ce qui était devant toi. Après quelques minutes, elle se leva avec détermination. Elle marcha dans le couloir sans regarder en arrière. Arrivée près des toilettes, elle s'arrêta. Elle fit semblant d'attendre son tour, mais en réalité, elle observait simplement. Elle jeta discrètement un coup d'œil à la classe économique. Alors elle la vit. Isabelle, les cheveux simplement attachés. Elle tenait une petite fille endormie, tandis que l'autre jouait avec un hochet en tissu. Il n'y avait pas de colère sur son visage, ni d'orgueil, juste un calme dangereux. Ceux qui naissent d'avoir été longtemps en silence. Chloé sentit que quelque chose se brisait en elle. Ce n'était pas seulement le mensonge, c'était l'image, c'était de voir l'autre, la vraie, la femme. Qu'il avait laissée derrière, mais qui n'avait jamais été absente. Chloé retourna lentement à son siège. Laurent restait immobile. Il ne leva pas le regard, feignant de lire le document, mais ses yeux étaient vides. Elle posa la tasse sur le plateau sans faire de bruit. Elle le regarda un instant. Ces mots sortirent d'un ton sec, presque murmurant. « Et qui sont-elles, Laurent ?»
dis-moi sans détour. Il leva enfin les yeux. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Sa gorge semblait scellée. Chloé le fixa encore quelques secondes puis tourna de nouveau son visage vers le couloir. Elle n'avait plus besoin de réponse, elle l'avait déjà. Autour d'elle, les passagers continuaient leurs activités. Un homme lisait un vieux journal. Une femme plus âgée somnolait avec un foulard sur les yeux. Un couple murmurait des choses entre eux. Personne ne semblait regarder directement, mais tous écoutaient, comme si ce drame intime, silencieux, s'était transformé en un opéra sans musique, où chaque geste en disait plus que n'importe quel air. Laurent déglutit, baissa la tête, les doigts tremblants, plia le document et le rangea dans la poche intérieure de sa veste. Pendant une seconde, il parut plus petit, plus humain, mais Chloé ne voyait plus l'homme avec qui elle fantasmait de voyager à Santorin. Maintenant, elle ne voyait que l'homme qui ne savait pas soutenir les vérités. Le voyant des ceintures se ralluma. Le commandant annonça au micro une légère turbulence. Les assistants vérifiaient que tout était en ordre. Le ciel restait clair, mais à l'intérieur de l'avion, la pression augmentait. Chloé ajusta sa ceinture, ferma les yeux, non pour dormir, mais pour ne pas pleurer, car les larmes n'étaient pas pour lui, elles étaient pour elle-même, pour ne pas s'être écoutée avant, pour avoir cru que les longs silences étaient un repos et non un avertissement. Isabelle, de la rangée 22, leva brièvement le regard. Elle ne regarda pas la première classe, mais elle sut que le tremblement avait déjà commencé. Et ce qui tremble tôt ou tard finit par tomber. Isabelle leva les yeux un instant, non pas pour lui, mais pour l'inévitable. Le murmure des passagers se mêlait au bourdonnement des moteurs et au tintement doux des tasses de café que les hôtesses distribuaient avec une précision mécanique. L'air en classe économique semblait plus lourd qu'à l'embarquement. Bien que la température fût restée la même, il y avait quelque chose dans l'atmosphère, une vibration contenue, comme si tous savaient sans comprendre totalement que quelque chose était sur le point de se produire. Les filles dormaient paisiblement. Manon, les petites mains sur la poitrine, Alice suçant avec un rythme lent une tétine usée. Isabelle garda le contact visuel avec le couloir, non avec une intention concrète, mais comme quelqu'un qui attend un signe. Catherine Durand, la dame assise à côté d'elle, murmura « Voyage tranquille, n'est-ce pas, Isabelle ?» Isabelle acquiesça d'un léger sourire. « Oui, du moins pour l'instant. » La femme remit ses écouteurs sans savoir qu'elle était assise à côté de la raison pour laquelle l'avion s'était transformé en un théâtre de vérité cachée. Isabelle s'installa légèrement, étira ses épaules, ajusta le foulard des filles. Chaque geste était petit, précis, non pas parce qu'elle voulait paraître parfaite, mais parce qu'elle l'avait répété trop de fois dans sa tête. Chaque pas, chaque minute, rien n'avait été laissé au hasard. Devant elle, un jeune homme consultait son téléphone portable en mode avion. Un couple 2 rangées plus loin discutait à voix basse du menu. Une petite fille d'environ 7 ans se plaignait de ne pas pouvoir voir le film. Tout était quotidien, tout était bruit de fond. Personne ne semblait savoir que dans un petit compartiment latéral de la valise d'Isabelle reposait un document capable de changer l'histoire d'un homme qui croyait encore tout contrôler. Isabelle revint mentalement sur le parcours. L'enveloppe blanche avec la note manuscrite. À remettre après le café. L'écriture était ferme. Isabelle n'avait pas hésité en l'écrivant. Théo, l'assistant de bord, l'avait déjà vu. Il avait été à cet événement de collecte de fonds à Saint-Tropez des années auparavant, quand elle était encore l'épouse visible. Il ne s'était pas parlé depuis, mais il s'était reconnu. Il n'avait pas posé de questions, il avait simplement acquiescé quand elle lui avait remis l'enveloppe, comme s'il comprenait qu'à certains moments, la neutralité était la forme la plus élevée de respect. Pendant ce temps, en première classe, la tension était déjà palpable. Bien qu'Isabelle ne puisse pas le voir directement, elle le sentait, elle le savait. Chloé s'était levée, avait marché jusqu'aux toilettes puis s'était arrêtée, non pour entrer, mais pour regarder. Isabelle avait senti ses yeux, sa pose, son hésitation. Elle avait senti ce moment exact où une femme comprend que sa place dans l'histoire n'est pas ce qu'on lui avait raconté. Non par jalousie, non par colère,
mais par éveil. Laurent, cependant, continuait de croire que le scénario pouvait être sauvé, qu'avec un bon discours, un sourire mesuré et un plan bien conçu, il pouvait désamorcer ce qui venait, mais ce n'était pas un scandale à effacer. C'était une vérité qui avait grandi en silence, comme les racines sous la terre, et qui émergeait maintenant inévitable. Isabelle baissa les yeux, caressa les cheveux d'Alice. Puis elle regarda vers l'avant de la cabine, où Théo passait des plateaux de biscuits et de jus. Il la vit furtivement. Elle acquiesça. Il ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Il savait ce qui allait suivre. L'enveloppe était préparée, le moment aussi. Le trajet entre le chariot de boisson et le siège de Laurent était court, mais suffisant pour que tout change. Le passager de l'autre côté du couloir se pencha un peu, curieux. « Ce sont des jumelles ?» demanda-t-il aimablement. Isabelle acquiesça. « Oui, Manon et Alice. » L'homme sourit. « Elles se ressemblent beaucoup. »« Quelle chance vous avez !» Isabelle répondit d'un ton. « La chance se travaille », et elle reporta son regard vers l'avant. Dans son esprit, des images isolées revinrent, non pas des souvenirs romantiques, mais des scènes concrètes. L'échographie, le dossier des dépenses prénatales, la nuit où Laurent avait dit qu'un enfant pouvait être un accident, mais c'était un piège. Isabelle avait entendu cette phrase sans bouger et depuis, elle avait commencé à se préparer. Non pas pour une vengeance, mais pour survivre sans demander permission. Théo fit un dernier virage avec le chariot vers la cuisine. Ses mains bougeaient avec fluidité, mais dans ses yeux, il y avait une légère inquiétude. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'il le ferait. Isabelle le vit s'arrêter. Retirer l'enveloppe avec discrétion et la ranger dans la poche intérieure de son gilet point et elle l'ajusta d'un geste rapide, comme quelqu'un qui range quelque chose d'invisible. Il se tourna vers la première classe. Isabelle baissa les yeux une dernière fois, non pour se cacher, mais pour serrer ses filles dans ses bras. L'avenir était en marche. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait juste besoin que cette fois, personne ne puisse dire qu'il ne l'avait pas vu venir, car la ligne subtile du silence était aussi une arme et elle l'avait transformée en son bouclier. Théo avança dans le couloir comme s'il portait une lettre piégée sur le plateau. L'enveloppe blanche, avec l'annotation écrite à l'encre noire, reposait à côté de 2 serviettes. Et d'une tasse vide. De l'extérieur, cela ressemblait juste à un autre service, mais ses mains la tenaient avec le soin de quelqu'un qui transporte quelque chose de fragile et dangereux à la fois. Arrivé au rideau qui séparait la première classe, il s'arrêta, respira profondément, franchit le seuil et marcha directement vers le siège 1A. Laurent était légèrement incliné, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable. Il ne remarqua pas la présence jusqu'à ce que l'ombre de Théo couvre une partie de son plateau. « Monsieur Dubois », dit l'assistant d'une voix ferme mais discrète. « Ceci est pour vous. Vous avez été officiellement notifié. » Il posa l'enveloppe devant lui sans ajouter un mot. Puis il se retourna et revint par où il était venu, sans attendre de réaction. Un léger murmure parcourut la rangée. Une femme retint son souffle. Un homme leva son téléphone portable avec dissimulation. Les yeux de Chloé s'ouvrirent lentement, comme si tout l'air de la cabine avait changé de densité à cet instant. Laurent resta immobile pendant plusieurs secondes. Ses mains étaient sur ses genoux, mais elles ne bougeaient pas. Finalement, il baissa les yeux vers l'enveloppe. Le monde extérieur se réduisit au papier scellé qui reposait devant lui. Il le prit entre ses doigts et, d'un mouvement brusque, déchira le coin. Il en sortit 6 pages agrafées, remplies de lignes grises, de marches parfaites et de mots qui n'admettaient aucune interprétation. En haut, le titre « Procédure de divorce, notification officielle à bord ». Chloé se pencha légèrement vers lui. Elle ne dit rien, mais son expression n'était plus de surprise, mais de suspicion confirmée. Laurent déglutit, tourna la première page, la seconde, et là se trouvait ce qu'Isabelle avait marqué exprès. Confirmation génétique jointe, une seule fille biologique de Monsieur Dubois. Ses pupilles se dilatèrent. L'air devint dense.
Les moteurs de l'avion bourdonnaient comme un rappel constant qu'ils étaient bloqués en l'air, sans possibilité de s'échapper, sans option de se cacher. Chloé lut par-dessus son épaule sans permission, mais elle ne se souciait plus de la discrétion. Sa voix émergea, basse mais claire. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Laurent ne répondit pas, serra les dents. Ses doigts froissèrent les coins du papier. La pression dans sa poitrine augmentait à chaque ligne. Le rapport légal ne laissait aucune place au réconfort. Garde exclusive pour Isabelle. Pension alimentaire rétroactive, compte gelé. Clause d'éloignement à l'atterrissage. Ce n'était pas seulement une séparation, c'était une sentence. Et Isabelle l'avait exécutée en plein vol. Avec une précision chirurgicale, Chloé se pencha en arrière dans son siège. Elle ferma les yeux un instant, puis se tourna vers lui. « Tu savais ?» Laurent marmonna. « Non, bien sûr. » Elle souffla sans élever la voix. « Il n'est pas nécessaire d'être sûr pour être décent. » Il n'y eut pas de réponse, seulement l'écho d'une vérité qui ne pouvait plus être cachée. Le téléphone portable de Laurent vibra dans sa poche, il le sortit sans signal, sans échappatoire, seulement l'altitude. Dans la rangée arrière, quelqu'un chuchota. « Et c'est l'homme d'affaires de l'affaire des sacs, n'est-ce pas ?» Une autre voix répondit, « Et cette blonde est l'influenceuse, mais il semble qu'il y ait une autre femme dans l'avion. » Les mots se traînèrent dans la cabine comme une fumée lente. Personne ne parlait à voix haute, mais tout le monde savait. Isabelle, de la classe économique, observait tout. Pas directement, elle n'en avait pas besoin. Elle sentait le changement d'air, le tremblement de la structure. C'était comme voir un bâtiment se fissurer avant de s'effondrer. Ses filles continuaient de dormir. Manon ne bougea que pour tourner la tête sur l'épaule de sa mère. Isabelle la caressa sans regarder autour d'elle. C'était fait. Chloé se tourna de nouveau vers Laurent. Sa voix était plus basse, mais plus ferme. « Tu les as amenés exprès, n'est-ce pas ?» Il leva les yeux et, pour la première fois, ne mentit pas oui. Elle détourna le regard. Son visage était un mélange de tristesse et de clarté. Elle n'avait pas de larmes, seulement de la compréhension. Et cela faisait plus mal, car il ne s'agissait pas de trahison, il s'agissait d'avoir été utilisé. Laurent ne tenta rien de justifier. Il savait que cela ne servait à rien. L'enveloppe était toujours ouverte, les feuilles pliées en deux. Le monde qu'il avait construit sur la base du contrôle s'effondrait entre ses mains. Isabella, l'image. Chloé, l'ornement. Isabelle, la menace. Mais à ce moment-là, tous ces noms faisaient partie de la même histoire qu'il n'avait pas su soutenir. L'avion vibra légèrement. Le commandant annonça une légère turbulence. Les passagers ajustèrent leurs ceintures, mais la véritable secousse ne venait pas du ciel, elle venait de l'intérieur. De ce point où la vérité rencontre la conséquence, Chloé ne parla plus. Elle se leva avec des mouvements lents, marcha vers l'arrière, passant près du rideau. Elle ne regarda pas Isabelle, mais la vit, la reconnut non pas comme une rivale, mais comme quelqu'un qui n'avait plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Laurent resta seul avec les feuilles sur ses genoux et le verre intouché. Le silence s'installa autour de lui comme une condamnation. Il n'était plus le centre de l'attention, il était maintenant l'exemple de ce que l'on perd quand on joue avec tout. L'avion suivait son cours, mais sa vie, celle qu'il avait dessinée au millimètre près, n'avait plus de direction, seulement la chute. Isabelle ajusta le foulard des filles et pensa, ceci ne fait que commencer. Laurent resta figé, tenant le rapport comme une sentence, car c'en était une, il ne leva pas les yeux, n'entendit pas le bruit du chariot de boisson, ni le murmure des passagers. Tout ce qui l'entourait devint un bourdonnement distant. Ses yeux étaient fixés sur ces lignes imprimées, surtout celles qui lui traversaient la poitrine comme un poignard. Une confirmation génétique. Une seule fille biologique de Monsieur Dubois. La question se forma dans son esprit avec la clarté d'une flèche. Laquelle ? Sa gorge se serra, il se leva avec des mouvements lents, comme si ses muscles refusaient d'accepter ce que son cerveau savait déjà.
Il rangea le rapport dans la poche intérieure de sa veste et marcha vers la classe économique. Chaque pas était lourd, comme si la moquette de l'allée s'enfonçait sous ses pieds. Il savait où elle était. Il avait évité de la regarder jusqu'à ce moment, mais maintenant il ne pouvait plus. Il ne pouvait pas, avec l'incertitude, avec l'humiliation, avec la réalité de ne pas savoir comment s'appelaient ses filles. Il arriva à la rangée 22. Isabelle était assise près du hublot. Les deux filles dormaient sur elle, une dans chaque bras, comme deux petites promesses jamais tenues. Elle ne sursauta pas. Elle le vit arriver par le reflet du hublot et ne fit aucun geste. Quand il s'arrêta à ses côtés, elle le regarda avec un calme qui n'était pas de l'indifférence, mais de la certitude. Il baissa la voix, bien que son ton fût tendu, comme un fil sur le point de rompre. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Isabelle le regarda sans ciller. « Ça, dit-elle d'une voix ferme, c'est la vérité. » Il déglutit. Il se pencha un peu plus, essayant de ne pas élever la voix. « Laquelle est la mienne ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle caressa la joue d'Alice, qui bougea légèrement, puis regarda Laurent, comme si elle lui parlait pour la première fois. « Je ne te le dirai pas, répondit-elle. Il serra le bord du siège. « Tu as utilisé l'insémination dans mon dos. Tu as signé un formulaire sans me consulter. » Isabelle acquiesça avec sérénité. « Et tu as signé sans lire. Tu ne savais pas qu'il y avait 2 embryons? Pourquoi n'as-tu pas demandé ?» Les passagers proches commençaient à bouger avec malaise. Certains faisaient semblant de lire, d'autres observaient du coin de l'œil. Laurent baissa la voix encore plus. « Alors l'une d'elles n'est pas la mienne. Pourquoi diable ferais-tu ça ?» Isabelle se pencha légèrement vers lui. Sa voix était plus basse, mais chaque mot était un tir direct. « Parce que je savais que tu ne protégerais pas celle qu'il était. » Laurent ouvrit la bouche, mais ne put articuler un mot. Isabelle continua. « Mais tu l'as dit. Tu ne voulais pas d'enfant. Tu as disparu le jour où je t'ai montré l'échographie. Tu as dit qu'un enfant était un accident, mais c'était un piège. » Alice gémit doucement. Isabelle la berça sans détourner le regard de Laurent. Sa voix devint encore plus douce. « Alors j'ai créé mon propre plan de secours. » Laurent secoua la tête. Ses yeux se déplaçaient entre les deux filles, incapables de les regarder clairement. Elles n'étaient plus ses filles. Elles étaient des questions, elles étaient des conséquences. « Tu as manipulé la science, murmura-t-il. Isabelle répondit sans hésiter. « Je n'ai pas manipulé le résultat. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Je me suis assuré qu'une serait toujours en sécurité. Même de toi. » Cette phrase le transperça. Plus que le rapport, plus que la révélation. Je ne pouvais pas l'effacer ainsi. Pensa-t-il. Je ne pouvais pas perdre le contrôle de cette manière. Il regarda Isabelle avec une rage contenue. « Tu ne peux pas me faire ça. » Elle soutint son regard. « Tu l'as déjà fait, tu as juste pensé que je serais effacé. » Une hôtesse de bord passa avec un plateau, elle ne s'arrêta pas, ne voulut pas interrompre. Laurent sentit que quelque chose en lui se brisait. Ce n'était pas seulement l'orgueil, c'était l'image qu'il avait de lui-même. Il ne connaissait pas ses filles, il ne savait pas laquelle était la sienne, il ne se souvenait pas s'il avait jamais voulu savoir. Et pourtant, elles étaient là, endormies, tranquilles, inconscientes de la tempête qui tourbillonnait autour d'elles. Il recula d'un pas, puis d'un autre. Il ne dit plus rien. Pas d'adieu, pas d'excuses. Il marcha dans le couloir pour retourner à son siège, le corps rigide, le regard perdu. Il ne savait pas quoi faire de ses mains. Il les mettait dans ses poches, les retirait, les frottait comme s'il pouvait effacer par friction tout ce qu'il venait d'entendre. Isabelle expira lentement, remit les filles en place. Alice se blottit plus près de sa poitrine. Manon bâilla et se tourna de l'autre côté. Tout continuait en ordre. Rien n'avait explosé. Mais le changement s'était déjà produit.
L'équilibre n'était plus le même. De son siège, un passager âgé en diagonale, Jean-Pierre, lui murmura avec respect. « Madame est forte. » Isabelle sourit légèrement, sans répondre. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà tout dit. Laurent arriva en première classe et s'effondra dans son siège. Le verre de vin était toujours là, intact. Le téléphone portable vibra dans sa poche. Il l'ignora. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de plan. Il n'y avait pas d'issue brillante, d'appel à temps, de stratégie, juste l'altitude et une chute qu'il ne pouvait plus arrêter. Le document était toujours dans sa veste, mais ce qui lui pesait n'était pas le papier, c'était le doute, c'était l'absence, c'était de ne pas savoir laquelle, et pire encore, de commencer à se demander s'il avait jamais voulu savoir. Chloé le vit passer comme un fantôme dans le couloir. Il ne restait plus rien de cet homme des publicités, des dîners aux chandelles sur des terrasses privées, des promesses qu'il murmurait dans les chambres d'hôtel. Elle l'observa sans se troubler. Ce n'était pas de la vengeance ce qu'elle ressentait, c'était de la clarté. Laurent marchait les épaules tombantes, le visage abattu, les mains vides. Il n'apportait ni excuses, ni fleurs, ni explications. Il n'apportait que la présence de celui qui comprenait enfin ce qu'il avait détruit. Quand il arriva à s'arranger, il s'arrêta une seconde, comme s'il attendait qu'elle lui ouvre un espace, une phrase, un geste. Chloé ne bougea pas. Elle avait les bras croisés, le regard fixé droit devant. Ses écouteurs étaient toujours sur ses oreilles, mais la musique était éteinte. Elle entendait tout. Chaque respiration, chaque mot qui n'était pas prononcé. Laurent s'agenouilla à ses côtés d'une voix basse. « Laisse-moi expliquer. » Chloé ne tourna pas la tête, ne le regarda pas, répondit avec la sérénité de celle qui a déjà pris une décision. « Je ne veux pas d'explication, je veux de la distance, » insista-t-il, murmurant. « Ce n'est pas comme ça que je l'avais planifié ?» Chloé soupira, toujours sans le regarder. « C'est ça le problème, Laurent. Tu planifies tout ?» Il y eut un bref silence. Puis elle reprit, plus lentement. « Ce n'est pas pour Isabelle, ce n'est pas pour les filles, c'est pour moi. » Laurent fronça les sourcils, il ne comprenait pas. Il était habitué aux femmes qui attendaient des réponses, qui avaient besoin de raisons pour rompre. Chloé n'en avait pas besoin. Elle avait déjà tout vu, tout ressenti. Et cela suffisait. Elle déboucla sa ceinture et se leva. Elle n'était pas pressée, mais elle ne tremblait pas non plus. Elle marcha vers l'arrière de l'avion, passant le rideau sans regarder en arrière. Chaque pas qu'elle faisait était une libération. Arrivée dans la zone entre les rangées, où les assistants organisaient les plateaux, elle s'arrêta un instant, observa dans le couloir et la vit. Isabelle, assise avec les filles endormies sur sa poitrine, le visage serein, le corps ferme. Elle ne semblait pas célébrer une victoire. Elle semblait simplement avoir survécu. Chloé s'approcha de quelques pas. Elle ne voulait pas la déranger, elle ne cherchait pas la confrontation. En passant à côté d'elle, elle baissa légèrement la voix, « Tu n'es pas ce qu'il disait, tu es bien plus. » Isabelle leva les yeux. Leurs regards se rencontrèrent pendant une seconde. Il n'y eut ni rancœur, ni compassion, seulement de la reconnaissance. Comme deux femmes qui, de lieux différents, étaient sorties du même incendie. Chloé continua à marcher. Elle retourna à la dernière rangée, où il restait quelques sièges vides, s'assit près du hublot, sortit une chemise bleue de son sac. À l'intérieur, il y avait des notes, des documents, des noms. Ce n'était pas un projet commercial, c'était autre chose. Quelque chose qui avait commencé des semaines auparavant. Quand elle avait entendu pour la première fois une femme raconter comment son partenaire lui avait retiré le contrôle de ses finances, de sa voix, de son histoire, Chloé s'était sentie reflétée et maintenant, en plein ciel, elle comprenait pourquoi. Elle referma la chemise. Elle n'avait pas besoin de continuer à lire. Elle avait déjà décidé qu'en atterrissant, elle ne serait plus l'ornement de personne, ni épouse trophée, ni maîtresse de second plan. Laurent, en première classe, restait assis sans bouger.
Il avait les yeux ouverts, mais ne voyait rien. L'enveloppe légale était toujours sur ses genoux. Le verre de vin avait chauffé, oublié. Personne ne lui adressait la parole. Les passagers qui l'avaient auparavant salué avec admiration, baissaient maintenant les yeux en le croisant. Il était resté sans public, sans scénario et sans issue. En classe économique, Isabelle ajusta les couvertures des filles. L'une bougea, l'autre bâilla, l'avion vibra légèrement. Rien de grave, juste une brève secousse, comme un avertissement, comme un rappel que tout peut changer en l'air. Catherine Durand, la dame assise à côté, ouvrit les yeux et demanda « Tout va bien, Isabelle ?» Isabelle acquiesça. Oui, tout est en ordre, et c'était le cas. Parce que pour la première fois depuis longtemps, plus personne ne parlait pour elle, plus personne ne décidait pour elle, ni en son nom, ni au nom de ses filles. Chloé regarda par le hublot. Les nuages se déplaçaient lentement sous l'avion. Le soleil éclairait des fragments du paysage, comme des phares entre les ombres. Elle sourit à elle-même, non pas pour avoir gagné, mais pour s'être retrouvée, pour comprendre que la sortie n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est une marche silencieuse vers une autre rangée, vers une autre destination. Le commandant annonça que dans 20 minutes, ils entameraient la descente. Il demanda aux passagers de regagner leur siège. Chloé ne bougea pas, attacha sa ceinture là où elle était et ferma les yeux. Le bruit des moteurs était constant, mais à l'intérieur d'elle, le silence était épais. Isabelle regarda de nouveau droit devant. Les filles respiraient à l'unisson, une dans chaque bras. Deux vies, deux choix, une certitude. L'avion suivait sa route, mais elles arrivaient déjà, non pas à Nice, mais à la maison. Les flashs crépitèrent à l'ouverture de la porte de l'avion, mais Isabelle ne scia pas. Elle garda le dos droit, les mains fermes sur la poussette double et les filles endormies, protégées sous une fine couverture crème. La passerelle de débarquement était éclairée d'une clarté intense. Derrière la vitre, on distinguait des caméras, des microphones et une douzaine de personnes avec des gilets de presse. Un agent de sécurité s'avança pour ouvrir le chemin. Isabelle ne le regarda pas. Elle ne répondit pas non plus quand quelqu'un lui dit « Besoin d'aide pour descendre ?» Elle acquiesça brièvement et commença à avancer pas à pas, avec les mouvements mesurés de quelqu'un qui porte plus que des bagages. Elle portait la vérité. Et cela pèse. Plus. Autour d'elle, les murmures s'intensifiaient. Quelqu'un cria. « Est-il vrai qu'une des filles n'est pas la vôtre ?» Un autre journaliste tendit le microphone. « Madame Martin, depuis combien de temps planifiez-vous cela ?» Isabelle ne dit rien. Elle ne s'arrêta pas. Les filles continuaient de dormir. Un léger pleur s'échappa d'Alice, mais fut immédiatement contenu par une douce caresse. Manon bougea, se blottissant contre la poitrine de sa mère. Personne ne parla plus. Personne ne tenta de l'arrêter, car il y avait quelque chose dans son regard qui n'admettait aucune interruption. Ce n'était pas de la dureté, c'était de la résolution. Plus en arrière, Chloé marchait en silence, un foulard lui couvrant une partie du visage et des lunettes de soleil cachant ses yeux gonflés. Personne ne la reconnut. Elle passa par la porte latérale, réservée à l'équipage. Sa sortie fut nette, invisible. Exactement comme elle le voulait. Elle ne cherchait pas les gros titres, elle ne cherchait pas les caméras, juste de la clarté et elle l'avait trouvée sans un mot de plus. Dans la cabine, Laurent restait assis. Il n'avait pas bougé depuis l'annonce de l'atterrissage. Son visage était abattu, le regard perdu, il tenait toujours l'enveloppe légale, comme si elle pesait plus que tout son passé. À ses côtés, deux hommes en costume sombre s'approchèrent. Ce n'étaient ni des policiers, ni des journalistes. C'étaient des avocats. Des gens de son propre cercle légal. Ils le reconnurent d'un hochement de tête. L'un d'eux parla d'une voix sèche, « Nous devons parler avant que vous ne disiez quoi que ce soit en public. » Laurent acquiesça, hébété, comme quelqu'un qui marche vers son propre écho. Il se leva lentement et jeta un dernier coup d'œil à la cabine vide. Personne ne lui rendit son regard,
pas même les assistants qui le saluaient auparavant avec un sourire professionnel, l'évitaient maintenant. Il était resté sans public, sans scénario et sans issue. Isabelle était sur le point de traverser la vitre du terminal. Elle s'arrêta juste une seconde pour ajuster la ceinture de la poussette. Un journaliste tendit la main vers la poignée, mais elle l'écarta d'un mouvement léger, non agressif, juste ferme. Ce geste fut suffisant. La presse baissa le ton. Certains rangèrent leur microphone, d'autres baissèrent leur caméra. Isabelle continua à marcher. D'une fenêtre latérale, on voyait les lumières de l'aéroport clignoter sur la piste, les lignes blanches, les panneaux numériques, les travailleurs au sol avec des gilets réfléchissants. Tout continuait à fonctionner comme si rien ne s'était passé. Mais le monde autour de Laurent n'était plus le même. Son nom cesserait de signifier ce qu'il avait construit pendant des décennies. La chute était publique, inévitable, et il n'y avait plus rien à faire, sinon l'accepter. Chloé, pendant ce temps, était déjà sortie du bâtiment. Elle monta dans un taxi sans dire un mot. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur. « Destination ?» demanda-t-il. Elle répondit d'une voix douce. « N'importe où il n'y a pas de caméra. » Il acquiesça, démarra le moteur et ils se perdirent dans la circulation niçoise de l'après-midi. Le soleil descendait lentement, teintant les façades d'ocre et de cuivre. L'air sentait la brise marine, la promesse de fête, mais pour Chloé, c'était juste la liberté. Dans la salle d'attente des arrivées, une femme plus âgée, avec un chignon gris et une robe de lin, attendait les mains jointes. C'était Monique Gauthier, la mère d'Isabelle. En la voyant apparaître avec les filles, elle ne courut pas et ne pleura pas, elle ouvrit simplement les bras. Isabelle s'approcha, elles s'embrassèrent sans mots, les filles, entre les deux, un cercle silencieux de retrouvailles. Monique murmura. « Tu as réussi, ma fille ?» Isabelle répondit, « Nous avons réussi. » À l'intérieur de l'avion, le dernier passager descendait. Laurent fut le dernier à sortir. Il marchait derrière les avocats, la tête basse. Dehors, les flashs continuaient de crépiter, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour lui. L'attention avait changé, l'histoire ne lui appartenait plus et, peu importe ses tentatives, il ne pourrait pas la récupérer. Sur la plateforme du terminal, Isabelle s'arrêta un instant. Manon désignait un mur où un écran géant montrait des images de l'aéroport, y compris une vue aérienne de l'avion. Alice, à moitié endormie, suçait son pouce. Isabelle s'agenouilla et leur embrassa le front à chacune, non pas comme un adieu, mais comme un commencement. Puis elle regarda devant elle, vers la porte automatique qui s'ouvrait et se fermait à un rythme constant. Elle traversa sans regarder en arrière. Un journaliste, la caméra toujours levée, murmura. Elle n'a pas parlé, mais elle a tout dit. Personne ne répondit, car c'était la vérité. L'histoire était déjà racontée et cette fois non pas par Laurent, mais par la femme qu'il pensait avoir effacée. Les filles riaient sous le soleil du parc de la ville. Personne ne savait qui elles étaient et c'était parfait. Isabelle était assise sur un banc en bois, pieds nus, les pieds enfoncés dans l'herbe tiède, regardant Manon et Alice se passer une peluche de main en main, comme si elle contenait les secrets de l'univers. Le printemps niçois étalait sa splendeur autour d'elle. Les camélias parfumaient l'air. On entendait au loin les clochettes d'un chariot de glace. Autour d'elle, les familles se promenaient calmement. Personne ne la regardait deux fois et c'était ainsi qu'elle aimait cela. L'une des filles trébucha en faisant un pas, mais rit avant de tomber. Isabelle se leva sans hâte, la releva avec tendresse et lui murmura, « Tu vas bien, ma chérie ?» Alice s'accrocha à son cou. Manon continuait d'explorer une feuille comme si c'était de l'or. Isabelle se rassit et appuya son menton sur la tête de sa fille. Elle respira profondément. Elle n'avait pas d'emploi du temps, pas de précipitation. Pour la première fois depuis longtemps, tout était calme. Elle pensa à ce qu'elle avait appris là-haut, à 10 000 mètres d'altitude, quand le monde semblait flotter, mais les vérités pesaient. La liberté n'arrive pas toujours avec des cris, parfois elle arrive sous forme de pas fermes, de mots silencieux, d'une mer qui refuse d'être effacée.
Elle n'avait pas cherché à détruire, elle avait cherché à exister et elle le faisait maintenant dans un parc tranquille, entouré de rires qu'elle-même avait protégés. À un autre endroit de la ville, dans une petite salle de réunion lumineuse d'un immeuble de bureaux moderne à Nice, Chloé fit glisser un dossier sur une table. En face d'elle, une femme aux cernes marquées et à l'hématome sur la joue la regardait avec méfiance. Chloé parla d'une voix claire. Elle est prête à témoigner et nous allons la faire sortir d'ici en sécurité et en silence. La femme acquiesça avec des larmes contenues. Chloé ne sourit pas. Ce n'était pas nécessaire. L'important était que l'autre comprenne qu'elle n'était pas seule. Depuis le vol, Chloé s'était reconstruite une décision à la fois. Elle avait fermé tous ses réseaux sociaux, annulé des contrats publicitaires, vendu son appartement sur la côte, rejoint une association juridique qui défendait les femmes qui avaient été réduites au silence. Son bureau n'avait pas de photos, seulement des dossiers et des vérités difficiles. Et chaque jour, en arrivant, elle se rappelait la scène où elle s'était levée de son siège et s'était éloignée de Laurent. Ce n'avait pas été une impulsion, ça avait été de la survie, et Laurent Dubois, quant à lui, n'était plus en une. Son nom n'apparaissait plus dans les magazines. Le conseil d'administration de sa fondation l'avait discrètement écarté. Les investisseurs avaient fui, les procès s'accumulaient, ses comptes étaient gelés. Il vivait maintenant dans un appartement loué en périphérie de la ville. Personne ne frappait à sa porte, personne ne le cherchait. Il observait le monde d'une distance qu'il ne pouvait plus traverser. Une fois par mois, une enveloppe contenant des papiers légaux arrivait dans sa boîte aux lettres. Il les ouvrait les mains tremblantes. Il s'attendait toujours à une faille, une erreur. Mais rien n'arrivait, seulement le silence. Et non pas le silence élégant qu'il utilisait dans les négociations. C'était un autre silence, un silence rude qui ne lui résonnait pas. De retour au parc, Manon grimpa sur les genoux d'Isabelle, les joues pleines de jus d'orange. Elle la regarda avec des yeux brillants et dit « Maman ». Isabelle sourit et la serra fort dans ses bras. « Oui, mon amour », répondit-elle. Alice pointa le ciel d'un petit doigt. « L'avion », dit-elle. Isabelle leva les yeux. Un avion à réaction traversait le ciel, à peine visible contre le bleu éclatant. Elle le suivit du regard. Elle ne pensa ni à Laurent, ni à l'enveloppe, ni à la salle d'audience. Elle pensa au moment où elle s'était levée dans ce couloir de l'avion, entourée d'étrangers, ses filles dans les bras, et avait parlé sans dire un seul mot, ils lui ont servi la trahison. Elle rendait la paix. Le vent était plus doux ici sur terre, les pieds dans l'herbe et les mains occupées par la vérité. Les filles s'embrassaient en riant. Le soleil caressait les épaules d'Isabelle. Tout était en ordre, pas parfait, mais en paix. Et c'était plus que suffisant. Une femme passa avec un bébé dans les bras et lui sourit. Isabelle lui rendit le geste. Elle n'avait pas besoin de connaître son histoire. Elle avait juste besoin de savoir que, du moins pour aujourd'hui, elle n'était pas seule. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément, sentit le poids de sa propre histoire, non comme un fardeau, mais comme un rappel. Elle s'était battue, elle avait perdu des choses, mais elle avait sauvé ce qui importait. Elle rouvrit les yeux et vit ses filles courir après un papillon. Elle riait avec ce genre de joie qui ne se feint pas. Isabelle se leva du banc et les suivit pas à pas, sans hâte, car maintenant, enfin, le temps était le sien, et l'histoire aussi. Parfois, l'image la plus puissante n'est pas celle d'une victoire retentissante, mais celle d'une mère en silence, assise sur un banc, ses filles jouant au milieu des camélias et de l'ombre. Le bruit du monde était resté derrière, les applaudissements qu'elle n'avait jamais cherchés, les caméras dont elle n'avait pas eu besoin, les gros titres qu'elle n'avait pas écrits. À leur place restaient les petites certitudes, une caresse, un maman murmuré, un papillon poursuivi sous le soleil de Nice. La vie ne lui avait pas rendu ce qu'elle avait perdu, mais lui avait offert quelque chose de plus précieux, la possibilité de recommencer, sans demander la permission, d'un endroit où la dignité ne se négocie pas. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'un avion, ni de papiers légaux ou de noms en couverture. Elle parle de la façon dont une femme, sans crier, a retrouvé sa voix,
de la façon dont elle a choisi de ne pas détruire, mais de protéger, et de la façon dont, même au milieu de l'abandon le plus féroce, l'amour peut se transformer en un lieu sûr. Parce que le pardon n'est pas toujours donné avec des mots. Et parfois la forme la plus profonde de justice est d'aller de l'avant la tête haute, comme la pluie qui nettoie sans faire de bruit, ou comme la lumière qui entre dans la maison par les fentes sans avoir besoin d'être annoncée. Dans cette vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler comment notre histoire commence, mais nous pouvons choisir comment elle se termine. Comme ce banc de parc, où une femme écoute ses filles rire, tandis que les feuilles tombent lentement autour d'elle. La paix arrive quand nous cessons de courir après la reconnaissance et commençons à marcher vers nous-mêmes. La famille, au final, ce n'est pas qui te nomme, mais qui prend soin de toi. Et parfois les liens les plus vrais ne se mesurent pas par le sang, mais par qui était là quand tous les autres sont partis. Si cette histoire a résonné en toi, prends un instant. Regarde autour de toi. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui, comme Isabelle, a fait beaucoup en silence. Ou peut-être es-tu celui qui a donné plus qu'il n'a reçu. Et cela aussi a de la valeur. Si ces mots ont touché ta mémoire ou ta poitrine, partage-les, car nous ne savons jamais qui a besoin d'entendre qu'il est encore possible de reconstruire, même après avoir été oublié. Une bougie allumée dans une nuit sans lune, une seule action d'amour peut illuminer ceux qui semblaient perdus.